Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV spécial Anand Topalov, championnat du monde. Et aujourd'hui, nous recevons pour analyser la partie numéro 3 de ce championnat, Aurélie Dacalor. Bonjour Aurélie. Salut Stéphane, Ça bonjour va à tous. Oui, très bien. Très donc bien. ça fait plusieurs fois que tu es sur le plateau. Ouais. Et donc on va rappeler que tu es membre du comité directeur de la Fédération française d'échecs. Exactement. Et puis tu es aussi, alors, quintuple championne de France. Alors ça, oui, c'est quand même un record. Hein. Non, c'est pas un record. Mais Enfin, il y en a peu, il y en a crois peu, qui en c'est- catégorie jeune voilà. ont autant de titres, c'est vrai. Donc catégorie jeune et puis aussi partie longue et partie rapide aussi, hein, c'est Ouais, ça. le premier titre était effectivement un championnat de France partie rapide, une Jess. Comment on pourrait donner ton style de jeu? En fait, tu es plutôt une attaquante en fait. T'aimes bien quand ça bouge. J'aime bien quand ça bouge. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler, évidemment, on va parler de ce grand match Anand Topalov, Mhm. on va y revenir tout de suite, mais tu peux nous parler aussi des échecs féminins, puisque je suppose qu'en tant que fille, tu suis particulièrement le parcours des filles, Des que ce filles. soit au niveau national ou au niveau international. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, elles progressent beaucoup, toutes nos filles. Je pense à Marie Sebag, je pense à Sophie Millet, mais aussi à des plus jeunes auxquelles il faut penser, qui ont un lourd potentiel pour l'avenir. Et j'entends par là notamment Cécile Ocerno, par exemple. Oui, une petite championne donc, qui au championnat de France des jeunes cette année a Mhm. fini 3e, mais dans le championnat mixte, c'est-à-dire Mixte, que exactement. avec les garçons, ce qui n'est pas un résultat, disons, habituel. C'est pas habituel, donc et c'est très bien que ce soit ça d'ailleurs. C'est un très très bon résultat. Elle était déjà championne de France chez les filles, donc elle a voulu Voilà. passer toute catégorie Exactement. et elle s'en sort très bien. Ouais. Et Ouais. donc tu m'as parlé aussi, je crois, d'une autre petite dont on parle moins, qu'on Oui, on connaît en, moins. on en parle un petit peu moins parce qu'elle était un peu plus petite, mais je crois que c'est gratifiant pour les petits disons de prendre en compte leur victoire. Et je pensais à Mathilde Broly, qui est une petite Toulousaine, Oui, entraînée par François Brett et Joachim Iglesias. oui. Et elle a gagné à nouveau les championnats de France cette année. Et je pense que pour l'avenir, on peut penser à elle comme une petite Cécile Ocerno, peut-être une Marie Sebag. Oui. J'espère, en tout cas, je le Ouais, souhaite. C'est possible en tout cas. Ouais, ouais, Donc c'est ça très pousse chez les petites. Hein, Ça c'est pousse chez les petites. Et ouais, alors, au niveau ouais. international aussi, on voit une grosse poussée évidemment des féminines depuis, on va dire, depuis l'avènement, je vais dire, de Judith Polgar, Voilà. qui est quand même la référence absolue, qui reste toujours une des meilleures joueuses du monde, C'est vrai. mixte, je veux dire, en fait, donc qui fait partie du top 100 mondial et même qui a fait partie du top 10 mondial. Mhm. On a quand même la poussée de championnes comme Konerou, comme Kosteniuk, évidemment la championne du monde. Kosteniuk, ouais. Marie Sebag aussi, qui fait partie des toutes meilleures choses du monde et qui, Oui. toutes ces filles qui sont grands maîtres internationaux, Ouais. toutes catégories. Et ça, c'est nouveau, parce qu'il y a encore 20 ans, il n'y en avait pas. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et je trouve ça très appréciable. J'espère que c'est pareil chez les garçons parce que c'est plutôt sympathique de voir quelques filles qui, comme ça, prennent place parmi les hommes et au plus haut niveau mondial, effectivement. Alors, à quand une finale des championnats du monde face, je sais pas moi, Anand face à une fille, ou alors ça sera À peut-être quand Carlsen plus tard. Je sais pas. Si mais Carlsen, ça- est-ce qu'il y a une fille qui pourrait arriver comme ça en finale du championnat du monde, ça ferait du ça buzz. serait magique, ça ferait du buzz. en ça fait. ferait du buzz, Ah, ça. clairement, clairement. Mm. On n'y est pas encore, hein, quand même. Il Pas manque tout à fait, mais bon. pas encore assez de filles dans le C'est top pas 100. très loin, voilà. c'est pas très Mais loin. ça avance. Voilà. Ça avance, exactement. On sent que ça C'est avance. l'essentiel. Alors on va revenir à ce match Topalov-Anand, ou Anand-Topalov plutôt, puisque c'est Anand le tenant du titre. Ouais. Donc ça se joue à Sofia. Mhm. Donc les deux premières parties ont été super tendues. Ouais. Gain de Topalov à la première d'entrée, donc Ouais. surprise. Anand revient tout de suite dans la deuxième avec un massacre bien organisé. Ouais. Et là on est dans la troisième partie, Topalov a les blancs. Quel est ton favori dans ce match? Alors écoute, compte tenu de mon niveau, j'irais plutôt dans la symbolique et je dirais que j'aime l'idée qu'un champion du monde porte en lui la sagesse indienne, la zénitude. Je trouve qu'Anand est un joueur gracieux et qu'il est très méritant, donc allez pour Anand. Ah, on est pour Anand, d'accord. Ouais, Donc on est pour Anand. tu es plus pour Anand, qui Ouais. donc tu paries pour que le champion du monde garde son titre. Hein. Voilà, avec Et tout donc- le respect qu'on doit à M. Vesseline Topalov, qui est quand même pas des moindres, hein, Oui, bien joueur sûr, d'échecs. qui est un très très grand joueur d'attaque, Voilà. évidemment, qui d'ailleurs est le dernier joueur à avoir battu Kasparov, puisque c'est la dernière partie de Kasparov en compétition officielle, Mhm. était une perte face à Topalov Ouais. au tournoi de Linares. Et donc Anand, donc ton favori, qui a les noirs aujourd'hui. On va y aller tout de suite
pour cette troisième partie du match. Égalité dans le match, Topalov a les blancs et il enchaîne tout de suite avec D4. Voilà, on va suivre cette partie. Et là, Anand joue D5. Donc il change déjà par rapport à la première, puisqu'il ne joue pas le coup qu'il avait joué dans la première, qui était le coup cavalier F6. Voilà, ce coup-là, qui préparait une G6, c'est-à-dire une Grunfeld en fait. Donc là, déjà avec ce coup D5, c'est plus à l'ordre du jour. Donc C4. C6, donc ça y est, c'est une... C'est une slave. Ah, une slave, alors ce qu'on appelle une défense slave. Donc on peut jouer aussi E6, évidemment. Ouais. On peut aussi prendre, alors ça c'est le gambit dame accepté. On peut jouer, alors en général on ne prend pas parce que les blancs ont plein de moyens de reprendre avec avantage. On peut aussi jouer E6, le désavantage de 6 c'est que ça bouche le fou C8 évidemment. Le fou C8 est bloqué. C'est un choix. Donc en jouant C6, on assure D5 et on ne bouge pas le fou C8, mais par contre on bouche la sortie naturelle du cavalier B8 en C6. Alors on y va, cavalier F3, donc cavalier F6, très bien, développement normal des cavaliers. Voilà, prise ici maintenant des noirs, donc ça c'est un choix, je dirais, responsable. Hein. Donc on prend ici, donc maintenant l'intérêt c'est qu'une fois que ces coups ont été joués, les noirs peuvent s'accrocher au pion, ils peuvent tenter... Voilà, avec les noirs ça peut être intéressant effectivement de choisir, de jouer comme ça. Voilà, d'essayer de s'accrocher au pion. Alors là les blancs jouent simplement le coup A4, voilà, suivant, qui est logique, on empêche que les noirs ici s'accrochent au pion. Et si les noirs avaient dans l'idée de jouer A6 pour jouer quand même B5 avec l'idée de reprendre du pion C évidemment, pas du pion A puisque il y a un vis-à-vis entre les deux tours. Donc si on imagine A6, B5, prise, si on prenait du pion A évidemment tour prend tour donc ça ne marcherait pas. Ouais. Voilà donc j'enlève ça. Et simplement si les noirs jouent A6, on peut quand même envisager B5 en reprenant du pion C, mais simplement on jouerait A5 avec les blancs et on ne peut jamais jouer B5 à cause de la prise en passant. Hein. Voilà. Le but étant pour les blancs de retarder au maximum effectivement la poussée B5 si... Oui, et puis de l'empêcher carrément pour reprendre ce pion. En fait, les blancs voudraient évidemment jouer simplement E3 ou E4 et fou prend avec gain de temps, développement, reprise du pion et gain de temps pour le fou avec un fort centre puisqu'ils auraient deux pions au centre. Alors on voit la suite, donc c'est logique de la part des noirs, fou F5. Là en fait, on empêche les blancs de prendre trop d'espace tout de suite par E4. Voilà, donc ça c'est tout à fait logique. Cavalier E5, voilà, on met un cavalier au centre. Voilà, maintenant qu'on a sorti le fou, on peut envisager E6. Vous voyez, si on l'avait joué avant, le fou aurait quand même été mal placé. Un petit problème de développement, oui. Voilà, donc on commente un peu ces coups de développement un peu standard. Ouais. Et là, un plan standard choisi par Topalov, assez tranquille. F3. Voilà, on peut jouer F3, bizarrement, c'est pas toujours un bon coup, mais là c'est un bon coup. Maintenant que le cavalier est venu en E5, on joue F3. Pourquoi? Parce qu'on veut jouer E4 avec gain de temps sur le fou F5 et tout de suite le fou F1 qui pourra prendre en C4. Et la très bonne réaction d'Anand, classique dans cette position, la fameuse, j'ai envie de dire, C5 ou le fameux C5. Bah, l'idée de C5 c'est simple, c'est maintenant que la position est tranchée, qu'on sait que ce qu'on joue les blancs, on joue C5 tout de suite pour contrecarrer le plan blanc évidemment, puisqu'après E4 de Topalov, fou G6. Eh bien, en cas de prise évidemment en C4, on a simplement la prise en D4. En cas, si les blancs prennent eux-mêmes en C5, on peut échanger les dames et ensuite, soi-même avec les noirs, jouer la même chose que les blancs, c'est-à-dire reprendre en C5 en développant le fou et en n'ayant plus trop de soucis. Ouais. Donc, fou E3 de Topalov, qui est logique. On développe le fou pour protéger la case D4. On ne se presse pas pour prendre le pion C4 qui est perdu, donc oui, bien sûr. On va attendre le bon moment pour le prendre. Ouais. Et c'est prendre D4. Et là, alors on va rentrer tout de suite dans une finale, quoi, puisque Topalov choisit dame prend D4 au lieu de fou prend qu'il aurait pu envisager aussi, sans doute, et dame prend dame, fou prend dame, donc échange de dame, on est quasiment dans une finale déjà. Hein. Voilà, 13e coup de la partie, c'est dit, la finale est déclarée. Voilà. Alors on va noter, après les quelques coups qui suivent, cavalier FD7 ici, regardez comme c'est joli, hein, cavalier FD7. Pourquoi tu le trouves joli? Alors, il veut simplement libérer de la pression au centre, ou en tout cas tenter de le faire. Et il joue celui-là plutôt que l'autre, puisque sans doute il veut aussi menacer F6. Ouais, il veut jouer, voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que il aurait pu tenter aussi ça, évidemment. Ça paraît plus étriqué quand même. Voilà, c'est plus étriqué, puisque les blancs peuvent reprendre avec le cavalier ici, et on n'a pas de vraie menace, on peut rien faire derrière, parce qu'on est coincé en fait. Pas forcément bien placé. Bon, c'est quand même envisageable, hein. On aurait pu jouer ça, sur cavalier prend, fou C5, bon, c'est pas inenvisageable. Mais c'est joli de jouer ça, puisque là, on va en avoir une deuxième menace qui est de jouer F6, E5 aussi, peut-être plus tard, ou en tout cas F6.
pour recycler le fou, notamment. Ouais. Ce fou G6 qui va En pouvoir... faisant peut-être attention à ne pas se faire trop prendre les cases blanches, là. Oui, en plus, le cavalier B8 contrôle les cases blanches, ça peut avoir du sens. Tout à fait. Alors, cavalier prend, tranquille. Voilà, Fou prend C4. Voilà. Alors, on a repris ici. Alors, l'intérêt de prendre tout de suite ici, bon, c'est qu'ici, bon, ben, les noirs doivent jouer... La poussée F6, c'est pas tout de suite. Voilà, on ici. peut pas jouer F6 tout de Du suite. coup, Voilà. voilà. On peut pas jouer, effectivement. Parce qu'F6, il y a le pion E6 maintenant qui est attaqué. Alors, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Oui. visuellement comme ça, on pourrait se dire que la position des blancs est plutôt agréable. C'est spacieux. Alors voilà, tout à fait. Hein? Alors c'est spacieux, c'est-à-dire qu'on a de l'espace. Grâce à cette chaîne de pions bien avancée, effectivement, il y a de l'espace. On voit que ben, le roi blanc pourra par exemple venir en E2, maintenant que les dames sont plus là. Plutôt que d'éloigner le roi des opérations par un petit roc, hein, on rappelle le petit roc, le roi bouge de 2 cases, hop, la tour vient par-dessus, ce qui permet de mettre en jeu la tour très bien. Mais en jouant le roi, parfois c'est plus rapide de mettre le roi en E2, puis la tour, puisque le roi est aussi au centre, proche des opérations. Exactement. Puisqu'en finale, on peut très vite basculer dans des finales de pions, et le roi a un rôle à jouer. Sans les dames, on risque pas trop de se faire mater. Ça peut arriver, hein, mais dans ces cas-là, non. Alors, donc effectivement, avantage ici spatial, on a un pion E4 bien placé. Pour l'instant, les noirs ne peuvent pas occuper le centre, on peut pas jouer F6 E5. On a le pion A4 aussi qui maintient en respect un peu ces deux pions, on peut pas vraiment pousser ces pions. Ouais. Et puis... Mais est-ce que ça n'est pas que visuel? Alors, parce que tu vois... l'autre, voilà, le facteur dans ce final qu'il faut noter, c'est la symétrie. Ouais. Ça, c'est important. Ici, on a une petite chaîne de pions de 2, c'est-à-dire 2 pions qui peuvent se protéger, et ici, 2. Ici, on a une petite chaîne de pions, enfin une grosse chaîne de pions plutôt, de 4. Mais pile poil en face, j'enlève juste les flèches qui gênent, pile poil, on a encore 4. Donc ça, c'est un facteur annulant. C'est-à-dire que effectivement, quand les pions sont symétriques, en fait, tout simplement, c'est difficile de créer un déséquilibre. Alors que si on a le même nombre de pions, mais par exemple 2 contre 1 sur une aile, on peut créer ce qu'on appelle un pion passé éloigné, qui va mobiliser l'attention des pièces à la défense sur ce côté-là, et permettre éventuellement des débordements de l'autre côté. Donc ça, ça pourra pas être le thème de cette partie. Voilà. Donc là, l'avantage des blancs, c'est surtout un bon contrôle du centre, en fait. Hein. Des fous qui contrôlent actuellement bien le centre. Et donc une position un peu étriquée des noirs, mais sans gros danger du fait de la symétrie des pions blancs. Donc on peut dire que quand même cette position est de type annulante. Alors, il reste quand même une finale à jouer intéressante qu'on va regarder. Oui, bien sûr. Donc là, attention, parce qu'il y a quand même une menace aussi du côté blanc, qui est envisageable. Dis-moi. C'est de jouer par exemple cavalier B5. Puisqu'on menacerait cavalier C7 échec, et si tour bouge ou si petit roc, il y a le pion A7 qui est en prise. Donc, ce qui explique le coup suivant d'Anand, A6. Très simple, voilà. Donc on met... Alors le problème, ça affaiblit un peu les cases noires. Bon, et, à la limite, c'est pas bon, on ne peut pas les exploiter tout de suite. On ne peut pas exploiter tout de suite. Ouais. Donc là, Topalov continue à développer ses pièces. Alors il joue d'abord tout simplement tour C1. Donc il profite du fait que cette colonne est ouverte, et il met ses pièces lourdes sur la colonne. C'est classique. Voilà. Avec l'idée souvent, par exemple, si on joue roi 2, de jouer tour C2 et on ramènera la deuxième tour. Voilà. Et alors là, le problème des noirs, il est simple, c'est qu'on ne peut pas jouer par exemple fou C5. Pourquoi? Parce qu'on a le pion G7 qui est en prise. Donc on voit que la pression des blancs, elle existe. Les noirs ont du mal à finir leur développement. Effectivement, le plan F6 n'est pas tout de suite possible à cause de ce pion F6 qui resterait tout seul. Je ne peux pas jouer F6 non plus à cause du pion F6, donc je suis coincé. Il faut trouver une solution. Voilà, ce pion G7, je suis coincé. Ouais. Je vais devoir garder mon fou en G7, sauf à jouer le coup suivant d'Anand, qui est très, très bien vu, qui est simple, on n'a pas forcément l'idée de jouer, parce que c'est un petit coup. Mais c'est juste sage, hein. Voilà l'Indien. Ouais, c'est l'Indien, tranquille, sage et à la fois précis. Voilà. Oui, mais précis aussi, parce qu'il veut libérer ce fou. S'il arrive à échanger ce fou F8, par exemple, contre ce fou D4 qui est quand même pénible, qui tape bien dans le camp noir sur des cases, beaucoup de cases. Si on arrive à échanger ce fou, ça serait bien. Actuellement, il est passif. On a un fou passif à la défense, un fou actif qui crée la pression. Ouais. Tour G8. Voilà, comme il n'est pas question de faire le roc de toute manière. Oui, parce qu'il va peut-être garder simplement son roi au centre, plus tard. Pour l'instant, il ne va pas le mettre devant son fou. Donc il va essayer d'abord de sortir son fou et ensuite de mettre le roi. Alors regardez comme c'est des petits coups très instructifs dans cette finale. Mais oui, son plan est déjà dessiné, si on peut dire. Hein. Voilà, le plan est déjà dessiné. Alors on va voir que Topalov continue à gagner de l'espace. Alors il a de l'espace à l'aile dame avec le coup A4. Donc il est sur la 4e. Il a de l'espace au centre avec son pion E4. Et bien il va gagner encore plus d'espace maintenant l'aile roi, puisqu'il joue H4. Bien vu, menace des blancs, H5. Menace en un coup, attention. Et on a une sorte d'arche de Noé presque. Ouais.
C'est-à-dire que le fou est pris, il a été embarqué dans un filet, là. Cavalcade de pions et il est pris, il n'a plus de cases. Hein. Et oui. Donc il faut trouver une solution. Il n'y en a pas 36 en plus de ça. Il n'y a pas 36 solutions. Alors une solution, ça serait de jouer pas le pion F, F6. Ben oui, mais non. Mais on ne peut pas à cause de fou prend. Et voilà. Bien sûr. Une autre solution, c'est je joue cavalier F6, puisque avec le cavalier, je protège H5 et le fou aussi, mais simplement, on prendrait le cavalier. Et oui, ça perd la pièce tout de même. Puis on prend, et H5, et regardez, ça y est, le fou a plus de cases. Ici, évidemment, H5, c'est pris. Et en E4, c'est pris aussi, et en F5 aussi. Voilà, donc ça, c'est une mauvaise solution. Bon, c'est des coups basiques, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas de solution autre que le coup d'Anand. H6. Voilà, il aurait pu envisager aussi H5. Roi E2. Voilà. Tranquille, maintenant Topalov, on en parlait déjà. Alors, l'intérêt de ce coup, c'est que je laisse le roi au centre parce qu'il peut être actif, et je lis les tours. Bien sûr. Donc les tours peuvent circuler librement sur la première. Par exemple, pour jouer tour C2, et suivi de tour C1, et doubler les tours sur la colonne pour menacer une invasion dans le camp noir. Une fois qu'on aura bougé les pièces qui sont devant. Et d'ailleurs, on va voir un peu ce qui va se passer. Maintenant, Anand, quand même, maintenant qu'il a joué tour G8, joue son coup de développement de fou. Il n'a plus peur, évidemment, de fou prendre G7 puisque la tour protège. Donc, il sort son fou tranquillement sur la case D6 et il veut jouer roi E7. Et lui aussi lier ses tours. Regardez comme c'est malin. Donc, finale très instructive. H5, Topalov gagne de l'espace, là aussi. Ça fixe aussi la structure de pion de jouer ce coup. Exactement. Ça peut être une bonne idée. On parle de cette structure de pion-là. Et en jouant H5, évidemment, on maintient ces pions effectivement en arrière, dans le camp noir, un peu sous pression toujours. Il y a quand même le fou qui continue à faire pression, qui oblige la tour G8 pour l'instant à rester à la défense de G7. On va voir comment Anand va se sortir de cette pression. C'est pas évident quand même parce qu'il y a peu de coups pour les noirs. Ça, position qui est tout à fait tenable, mais c'est le manque de coups évident qui pose problème en fait. Un peu le manque d'espace. Regardez les noirs simplement, qui jouent sur 1, 2, 3 rangées. Toutes les pièces noires sont sur ces 3 rangées, contre 4, entre celle-là, 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 et même 5 avec le pion H5. C'est ce qui est visuel, mais après en pratique, à savoir, on ne peut pas tout de suite savoir si ça va être exploitable ou pas. C'est vrai que c'est pas forcément exploitable. Il y a un avantage d'espace, mais est-ce que... Qui dit plus d'espace, dit plus de cases pour les pièces, et donc plus de liberté de manœuvre. Mais c'est pas suffisant pour gagner. C'est pas suffisant pour gagner. Donc fou H7, en tout cas le fou est un peu hors jeu, ce fou pour l'instant. Quand même, c'est un fou qui bute. C'est vrai que c'est embêtant. Alors est-ce qu'il n'y a pas des percées qui sont envisagées pour le futur avec peut-être F5 histoire d'ouvrir cette diagonale? Voilà, peut-être plus tard, des coups comme F5 seront envisageables. Ou alors il faudra le recycler, mais il va falloir trouver une solution pour lui. Voilà, exactement. Ou alors plus tard F6, mais il faudra protéger le 6 d'abord du fou. F6 et le fou pourra revenir en G8. Voilà. Par exemple, il faudra quand même bouger la tour encore. La tour G8 et après F7 par exemple, et attaquer aussi ce pion. Puisque les pions avancés aussi ont quand même le désavantage, parce qu'il y a toujours un inconvénient. Alors là, je vais te couper parce qu'on m'a dit un petit dicton quand j'étais petite, à savoir que les pions sont les seuls à lire sur l'échiquier. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Parce qu'ils ne reculent pas, et donc si on les avance, il faut bien y penser, parce qu'on ne recule pas. Donc, on ne recule pas. Est-ce qu'on ne s'affaiblit pas trop? Est-ce que ça peut être une cible aussi des pions avancés? D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir sans doute dans la suite de cette partie. Allons-y. Alors, Topalov joue un peu contre ses principes, puisqu'il continue, il joue à 5. D'accord, donc il fixe de l'autre côté, encore une fois, la structure. Ouais, alors là, on a été étonné dans la partie, puisqu'on ne joue pas le coup qui semble évident. Alors A5, l'intérêt d'A5, c'est que ça fixe là aussi ses pions. Regardez, là, ce pion fixe cette structure, c'est encore difficile de bouger les pions, même impossible. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on peut se dire, il y a un coup évident, qui est quand même un tout petit peu embêtant pour les blancs, c'est de jouer fou B4. Puisque fou B4, évidemment, attaque le pion A5. Et oblige quasiment les blancs à revenir avec la tour A1. Et bon, bouger la tour en C1 pour la ramener en A1. Et est-ce que ça les oblige vraiment à jouer tour A1? Ah, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, c'est le problème. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas plus intéressant pour de l'initiative, peut-être le laisser Alors laisser, mais ça voudrait dire sacrifier un gros pion. Et là, effectivement, dans ce cas-là, ça justifierait pour la stratégie noire d'attente. On a déjà pris un pion, on n'a pas de faiblesse, il n'y a quand même pas de faiblesse. La colonne C, on ne voit pas trop comment en profiter, puisque quand on a pris A5, on contrôle la case C7 aussi. Donc on pourra difficilement pénétrer avec les noirs. Et puis finalement, les blancs pourront revenir, même sur la colonne C, ça va être difficile de les empêcher d'aller sur la colonne C, puisqu'il y a encore 2 pièces qui bouchent l'action de la tour C1. C'est quand même un pion donné pour rien. Je pense qu'il a bien fait de ne pas donner le pion quand même.
Et enfin, il n'a pas joué tour 1 puisque Anand n'a pas joué fou B4. Mais il n'aurait pas fallu sans doute donner le pion. Alors, on regarde quand même ce qu'il joue Anand. Il joue roi E7 tout simplement. Alors, c'est intéressant. Bon, voilà, les tours sont liés. Les tours sont liés. Avec voilà. un pion en E6 qui est maintenant protégé, on va peut-être pouvoir penser à des avancées de pion F plus tard. On peut envisager des coups maintenant comme F5, pourquoi pas, puisque la case E5 est protégée, donc le coup comme E5 se heurtera au contrôle double des noirs sur cette case. Et en cas de prise, on pourrait libérer le fou H7, mais on affaiblirait quand même le pion E6. Alors, mais c'est envisageable quand même, effectivement. Alors, une autre possibilité qu'on va voir, c'est ce qu'a joué Anand. Alors, roi E7, alors, cavalier A4. Cavalier A4. Alors, cavalier A4 est intéressant. L'idée, c'est quand on a joué H5, c'est qu'on rajoute de la pression sur la case B6. On contrôle accessoirement la case C5 aussi. Hein. Et aussi la case C5, tout à fait. Par exemple, quand ce fou aura bougé en B3, on contrôle parfaitement ces deux cases avec la tour C1. Qui rajoutera de la pression, et donc c'est des cases où on pourrait par exemple jouer cavalier B6, échanger et avoir un fou de contrôle en B6 qui contrôle aussi la case C7, une case de pénétration des tours. Ça peut être un plan, pour l'instant qui n'est pas tout à fait jouable, il faut du temps pour le faire. C'est la finale, voilà. C'est ce qui est bien. Et là, Anand joue l'idée seconde qu'on avait envisagée un peu tout à l'heure, F6. Voilà. Alors pourquoi F6? Alors double intérêt, triple intérêt j'ai envie de dire. Triple intérêt 1, ça rajoute un contrôle sur la case E5, qui peut être une case de transfert du cavalier. Parce qu'actuellement, si on peut mettre le cavalier, il n'y a pas de problème, on contrôle parfaitement, on peut reprendre du fou, on peut tout faire. En F5, en plus le cavalier attaquera le fou, bon, ça peut être une case intéressante. 2, j'empêche le fou D4 maintenant d'attaquer G7. Donc la tour G8 va pouvoir bouger. Se libérer. Et aussi, je prépare, en jouant F7, fou G8 et F7, en activant mon fou, puisque mon fou F7 tapera sur le pion H5, donc il sera actif. Et il pourra même envisager de se recycler, pourquoi pas, depuis F7, en E8, et pourquoi pas, en C6, en B5, ou peut-être en A4, même si l'occasion se fait sentir. Donc, une manière d'activer le fou H7, assez malin. Donc, vous voyez comme Anand ne se presse pas, et malgré le manque d'espace, il joue parfaitement cette... Tranquillement, mais sûrement. Voilà, cette partie. Alors là, très surprenant Topalov, incisif, puisqu'il joue B4 à ce moment-là du match. Alors, sympa ce coup. Alors voilà, oui, voilà, ça te plaît ça. Ah, j'aime bien. Voilà, un coup agressif comme ça. Alors évidemment, B4, pourquoi surprenant? Mais parce qu'on peut envisager tout de suite, évidemment, fou prend B4, ce qu'aurait pu jouer Anand. J'achète cette position avec les blancs, hein, j'annonce. Hein. Bah oui, oui. B4, tour B1, ah, oui, donc, sympathique. Alors tour B1, effectivement, bravo, tour B1. Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut prendre évidemment sans doute le deuxième pion. Hein. Allez. Et là, tour prend B7 avec activation. Tout de suite? Ah oui, oui, tout de suite. Bah oui, sinon les noirs jouent B5. Ouais. Eux-mêmes. Donc là, on joue tour prend B7. Et en fait, on voit quoi? Le pion A6, finalement, il est très faible. Il est attaqué quand même par le fou tout de suite déjà. On menace déjà, tout simplement. On menace fou prend A6. On menace cavalier C5. Imaginons un coup, par exemple, je joue un coup bidon, tour F8. On peut envisager fou prend A6. Ouais. Puisque sur tour prend A6, on peut faire tour prend D7, roi prend et cavalier C5 échec. C'est un exemple, hein. Il y a beaucoup d'autres coups intéressants. Mais c'est pour vous montrer que tout de suite, une tour en 7e crée des menaces. Ouais, exactement. Voilà. Et avec la deuxième tour qui pourrait venir derrière, etc. Alors, c'est pas forcément ce que veut jouer Topalov sur cette histoire-là, mais fou B4, tour B1, donc fou prend A5, tour prend B7. Déjà, les noirs ont des soucis. Alors évidemment, l'autre menace plus évidente, c'est cavalier C5. Ouais. Parce que cavalier C5 attaque A6 aussi, cavalier fou, mais aussi attaque D7. Et E6. Et E6, bien sûr. Donc ça menace fou prend E6 avec un ramassage en règle scolaire. Ouais. Donc c'est très embêtant, En tout cas, ça donne du jeu au blanc et c'est pas forcément ce que Anand a envie de faire, même si ça tient. Anand trouve quelque chose de plus simple, il dit c'est pas grave, ce pion B4, de toute façon je vais pas le prendre, je joue simplement mon plan, j'active ma tour. Voilà. Il ne prend pas le pion, il active simplement sa tour G8 qui ne jouait pas, il active ses pièces, il a raison Anand, et lui-même il peut commencer à faire pression, pourquoi pas, en jouant tour C7, puis tour A, C8, doubler les tours ici et faire pression sur le pion C4, sur la tour C1. Et aussi activer évidemment maintenant son fou H7 par G8. Et après ce tour C8, fou B4 sera plus si idiot que ça ensuite. Ah, mais maintenant, la menace fou B4 devient plus grave, bien cavalier sûr. C5 disparaît maintenant. Ouais, bien sûr. Oui, l'idée de cavalier C5, effectivement, disparaît, tout à fait, exactement. Donc, fou C5, alors là, Topalov joue le coup fou C5. J'aime bien celui-là aussi. Un peu... Oui, mais... T'aimes pas? Alors,
moi quand j'ai vu cette partie en direct, disons, bon, moi j'aime pas trop le coup A5, j'aime pas trop le coup B4, et fou C5 non plus. Alors moi je me suis dit, je suis pas sûr que Topalov soit très bien dans cette position. Alors on va voir évidemment, alors fou C5, le problème c'est que bon, ben, alors c'est surprenant déjà premier coup, première chose, puisque évidemment il y a 1, 2, 3 pièces qui attaquent C5 et il n'y a que 2 défenseurs. Donc c'est ce que fait Anand, il échange. Fou prend C5, B prend C5. Alors là, maintenant, si les noirs avaient joué le coup cavalier prend C5, simplement, il y avait une astuce, simplement c'est fourchette. Oui. Voilà, simplement, on ne reprend pas, mais il y a fourchette, hein, d'accord. Basiquement. Donc on ne peut pas reprendre ça. Mais en fait, le problème qu'on se dit tout de suite, quand même, quand on voit cette position, c'est que le pion A5 devient faible, quand même, il est un peu tout seul, bon, même s'il n'est pas facile à attaquer. Le pion C5 est faible par construction, il est tout seul aussi. En plus, il n'est même pas passé, hein, puisqu'il y a le pion B7 qui tient. Donc on se dit simplement, eh ben, doublage de tour, et puis je ramasse. Mais oui, mais est-ce que B7 n'est pas plus intéressant que C4, là, pour les blancs? Le pion B7, ici, que C5. Peut-être vite mourir. Oui, mais il va falloir quand même aller l'attaquer. Mais si on joue tour C7, tour AC8, il semblerait quand même qu'on puisse récupérer C5 avant que B7 soit pris. Mais c'est vrai que l'autre désavantage, bien sûr, c'est que les blancs vont pouvoir faire pression sur B7. Et en cas de prise de B7, c'est A6 qui sera faible à cause du fou. C'est ça. Voilà, c'est ça la compensation. Mais à première vue, c'est vrai que c'est quand même des coups de champion, puisque ça fait quand même curieux de jouer ces pions comme ça. C'est un peu... Ça fait dans le dangerous, quoi. Hein. Ça fait un mais peu, ils ont de la suite dans les idées, ces messieurs-là. Ça fait un peu Michael Jackson. Ouais. Donc ça fait un peu peur. Ouais. Je sais pas si on peut dire que Michael Jackson fait peur. Non, il fait pas peur. Non, il fait pas peur. Enfin, il fait plus. Ouais. Alors, donc on y va. Donc tour C7, logique. Bah là maintenant, l'idée des noirs, c'est de... Maintenant, attention, la menace de KBC5 existe, puisqu'il n'y a, plus la fourchette. Hein. Effectivement. Voilà. Donc il joue, c'est pour ça que Topalov joue cavalier B6, maintenant. Attaque la tour C8, qui ne pourra pas, la tour A8, pardon, qui ne peut pas venir en C8 à cause toujours du cavalier, et qui propose simplement un échange de cavalier. Évidemment, si les noirs prennent le cavalier blanc là... Alors là, par contre, ça serait pas bon, parce qu'évidemment, si on prend ici, non seulement on reprend du pion C, sans doute, même c'est certain, et le problème maintenant des noirs, c'est évidemment que les pions noirs ici sont sur blanc, donc de la couleur du fou. Et par exemple, tour C5 qui a l'air bon, puisqu'on va attaquer le pion à 5 fin, mais non, à cause de fou D3. Et si par exemple, imaginez sur tour prend A5, ça marche pas à cause de tour C7 échec. Mais là, ça devient vraiment très et je ramasse B7, j'ai un pion B6 passé, et c'est même pas sûr que A6 tombe pas très vite. Donc on va pouvoir mettre la deuxième tour en plus en B1, aider à la poussée du pion, ça risque, et le fou H7 est hors jeu. Ouais. Ne pourra pas venir à la défense. Donc c'est très chaud. Donc attention, le coup de KV6, bon coup, bon Topalov. Coup, ouais. Voilà, très bon coup. Voilà. Alors on va quand même regarder une autre variante aussi. Cavalier prend B6, C prend B6. Imaginons tour C5 quand même. Fou D3. Les noirs, on pourrait se dire, oui, mais les noirs peuvent doubler les tours. Certes. Alors, simplement les blancs protègent. On ne peut toujours pas aller prendre A5 puisque la tour C8 est en prise. Ouais. Voilà. Et si les noirs protègent la tour, simplement, tour prend C5, tour prend C5, et tour C1 quand même. Et oui. Voilà. Et on ne peut toujours pas prendre A5 à cause de tour B7 échec. Ramasse B7, ramasse même G7 et le fou H7 est perdu. Ouais. On voit qu'il est mal placé ce fou là. C'est violent. Ouais, il va falloir faire quelque chose pour lui très vite. Alors, et si les noirs, alors qu'est-ce qui se passe si les noirs échangent? Ah ben c'est sympa comme finale pour les blancs, ça. Alors, est-ce que c'est bien ou pas pour les blancs? Alors, je pense. Ça a l'air pas mal, parce que regardez, si les noirs montent, simplement je monte avec le roi. Est-ce que tu crois même pas que fou C4 suffirait déjà à faire quelque chose? Alors, fou C4, attention, le problème de fou C4, c'est que j'ai peur, c'est roi C5 simplement, roi attaque, et je ramasse les deux pions. Ah ouais, effectivement. Voilà. Donc je vais plutôt empêcher le roi de bouger. Regardez, ici sur roi C5, simplement, regardez, roi C3, et le roi noir ne peut pas venir aller chercher ses pions. Donc il est coincé, le roi noir, il n'y a pas de case. Hein. Et maintenant, le problème, c'est qu'en plus, ici, on peut même envisager, regardez, fou prend A6. Hein, et pion prend est forcé, et B7, ça fait dame. Dommage. Donc voilà, le problème des pions sur noir. Ouais. Sur blanc, sur case blanche. Hein, les problèmes de... Voilà, donc on voit des pions des pions bien avancés comme ça, même s'ils sont bloqués, ben, ce sont des thèmes de sacrifice, à condition d'avoir le bon fou. Regardez la différence avec ce fou qui tape sur un mur.
qui là ne menace rien, parce que si on fait un sacrifice, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de cases avant de faire Ah dame, oui, alors oui. que là, C'est pas valable. voilà. Donc il y aurait un avantage blanc certain dans la finale de fou. Hein. Peut-être pas gagnant, mais quand même difficile. Hein. Ouais, là, il faudrait lutter davantage. Ouais, hein. ouais, très difficile. Donc tour D8. Ouais. Voilà. Et là, Topalov maintenant échange le cavalier D7, ce qui enlève de la pression sur C5. Voilà. Tour D prend D7, ça garde la menace, tour prend C5. Et ça explique le coup suivant des blancs tranquille, fou D3, et on voit bien que le pion C5 tient. Il tient, ouais. Et on ne peut pas augmenter Il la va même pression. peut-être permettre des pressions futures, là. Et on peut envisager C6, Ah ouais, bien ouais. sûr, puisque en cas de prise, soit de la tour, soit du pion, il y a le pion A6 qui tombe avec un Ouais. pion A passé. Ouais. Donc finalement, Topalov s'en sort bien avec cette manœuvre. Ouais, hein. ouais. Alors peut-être qu'Anand aurait pu jouer fou prend B4, c'était peut-être plus solide. Bon, Mhm. c'est pas non plus... Il est très difficile pour les blancs de profiter de cette faiblesse, parce que même en admettant que les blancs arrivent à protéger C5 avec le roi, il faudrait le faire avec le roi, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, c'est pas évident. Il faudrait doubler les tours sur la colonne B, et même en doublant, on n'attaque toujours pas B7. Pas suffisamment, ouais. Donc il faut menacer C6, mais on prendrait quand même un pion contre le pion A6. Mhm. Bon, est-ce que le pion A5 est vraiment dangereux avec 2 tours? Je pense pas quand même. Donc bon, je pense pas que là, Anand ait vraiment des frayeurs à se faire. Donc fou G8, il continue à activer ses pièces. Bon, ben C6, voilà, on y voilà. vient, ouais. Voilà, on y vient tout de suite, C6. Super. Super. Attaque la tour Ouais. et le pion B7. Ouais, t'aimes bien ça, Ah, moi, les je m'amuse attaques. de Hein. petites Tu aimes choses, ça, ouais. tu aimes Ouais, ça. ouais, Alors ouais. très joli d'Anand. Mhm. Il joue tour D6, qui est pas mal, qui est malin. Alors évidemment, il menace de reprendre avec la tour, évidemment ici. Le coup suivant de Topalov est forcé. C prend B7. Et après tour prend B7, regardez la tour D6, protège le pion. Ouais. Hein, voilà, donc le fou ne peut pas. Bon, puis Topalov s'est débarrassé de ce pion C qui était quand même pas des plus forts. Hein. Voilà, ça y est, Hein c'est effectivement ce pion C qui était pas le plus fort, mais en fait il avait calculé qu'il pouvait s'en débarrasser, ce qui fait que c'était pas une vraie faiblesse. Voilà. Maintenant, la vraie faiblesse, elle est du C'est côté assez, noir. ça, ouais. Parce que ce pion est sur la couleur du fou, il suffirait maintenant de doubler effectivement maintenant les tours, de faire tour C6 et de ramasser le pion A6, avec un avantage maintenant d'un pion passé éloigné et de vraies chances de gain. Mm. Donc il faut que Anand s'active sur tour C3 qui menace, tour AC1, tour C6, il faut faire quelque chose, ou tour C8, hein, avec des menaces sur G8, pourquoi pas aller attaquer G7 derrière aussi. Mhm. Donc attention, fou F7, regardez comment Anand se défend très très bien. Donc la tour H1 est ici fixée, du coup. Exactement, voilà. Ah. Sur tour FC1, très bonne remarque Aurélie, que j'avais oublié au passage, mais c'est vrai, effectivement, c'est ce qu'on avait dit aussi, on attaque, regardez, à H5, et Topalov doit réfléchir quand même avant d'envisager il va pas sacrifier ce pion, parce que si je tour C1, fou prend, regardez, on peut regarder la variante, imaginons qu'il y ait tour FC1 qui soit joué, on perd un pion, et tour C6 ne gagne même pas, si, ça gagne le pion A6, pardon, ça peut gagner le pion A6. Ah, même pas, non, parce qu'on pourrait jouer donc tour échec, et sur roi E3, on peut jouer tour B3. Regardez, avec attaque, double attaque du fou. Et si tour prend tour, pour éviter la perte du fou, roi prend et on ne peut plus jouer tour C6. Eh oui. On a perdu un pion. Mhm. Net d'impôt, comme on... Net d'impôt, sans taxe. Sans taxe. Exactement, tout à fait. Donc fou F7, embêtant. Ouais. Roi E3 de Topalov, donc qui anticipe le tour B2 échec. Mhm. Fou E8, alors regardez maintenant l'intérêt de fou E8, c'est que je contrôle... Ça va devenir sympa avec Voilà. un fou du Le côté fou des noirs. Il peut venir en B5 aussi pour s'échanger contre ce fou qui est quand même pénible puisqu'il tape sur un 6. ouais. Et aussi contrôle C6, la case de pénétration des tours. Mhm. On peut dire que déjà la position est égale S'égalise, ici. Hein. ouais, elle Donc, s'égalise de voilà, plus donc en c'était plus. une très belle défense d'Anand, très technique. On continue pour voir la suite. Alors Topalov, regardez maintenant, protège H5 avec son pion. Et donc il peut revenir après avec sa tour. Mhm. E5, regardez Anand maintenant. Pourquoi E5? Eh bien, je mets tous mes pions sur noir. Comme ça, c'est complémentaire avec mon fou. Les pions contrôlent les cases noires, le fou contrôle les cases blanches. Le problème étant que la seule faiblesse des blancs, c'est le pion F3 qui est inattaquable, puisque c'est extrêmement bien défendu. Ah oui. On ne voit pas comment les noirs pourraient faire de la pression sur ce pion. C'est plutôt les noirs qui ont un problème avec leur pion A6, mais au cas où, ils ont quand même parfaitement tenu leur position. Mhm. C'est impossible pour les blancs de passer cette forteresse. Donc tour HC1 quand même, il essaye Topalov. Pourquoi Ce sont pas. des coups naturels en plus de ça. Hein, Exactement, donc, que des coups naturels, fou D7, tour C5, voilà, alors ça c'est un coup vraiment qui sert vraiment pas à grand chose. c'est vrai. Voilà, fou B5, donc fou prend B5, pion prend B5, voilà, Anand simplifie, il vient d'échanger les fous,
Et après tour B1, simplement B4, voilà, il menace de pousser son pion. Évidemment, maintenant c'est A5 qui est faible, puisqu'il va pouvoir être attaqué par les tours. Regardez ce qui se passe après, simplement. Tour B3, blocage du pion, on empêche d'avancer plus, hein, c'est ça l'idée. Simplement, tour A6, voilà, et on menace quoi? De doubler les tours, hein, probablement, et de prendre le pion A5. Roi D3, c'est ce que fait Anand, tranquille. Maestria de l'Indien, voilà, échange, encore quelques coups joués. Mais là c'est archi nul, puisqu'en fait... les blancs, s'ils essaient d'amener le roi, ils vont avoir des problèmes avec le pion F3. Et dans tous les cas, le roi noir, de toute façon, a une petite cachette en H7 où il ne risque rien. On ne peut pas aller le mater là. Il n'y a aucune possibilité d'aller le mater. Avec la tour noire qui joue, qui crée des menaces dans le camp blanc de l'autre côté, on ne peut même pas activer roi et tour. De toute façon, les noirs sont quand même un tout petit peu moins d'espace que les blancs, bien sûr. Mais il n'y a aucune... Encore une fois, ça ne suffit pas pour... Ça suffit pas pour gagner, il n'y a pas de plan de gain. On regarde encore quelques coups. Tour prend A5 de Topalov qui essaye encore quelques coups. Tour prend. Tour échec, simplement roi F8. Regardez, donc là, les blancs pourraient faire des échecs perpétuels déjà. Pour faire nul, évidemment, mais ce n'était pas leur but. Ils ont essayé de gagner, les blancs, dans cette partie. Et là, regardez, voilà, Topalov, par le coup suivant, montre bien le problème. C'est qu'il doit garder un œil sur ce pion F3. Donc il ne peut pas amener son roi, tenter des choses. On ne sait pas trop quoi, d'ailleurs. On se demande d'ailleurs à quoi riment les coups qui ont suivi, puisqu'il y a eu encore échec, roi E3, échec, roi F2, échec, roi E3, et encore quelques coups d'échec, avec donc répétition, et voilà. Partie nulle. Une finale en fait. Voilà, une belle démonstration de sagesse, j'ai envie de dire. Voilà. Et Anand qui donc, dans cette troisième partie, fait nul avec les noirs, après un début catastrophique, où quand même il prend une grosse défaite. Stratégiquement, c'est pas mal. C'est très bien. Il récupère dans la deuxième tout de suite, donc ça c'est très fort déjà d'arriver à remonter dès la partie suivante. Ça ne doit pas être évident du tout. Et il fait nul tranquille dans la troisième, donc du coup il a abandonné sa défense Grunfeld qui a vu qu'il avait des problèmes. Il va peut-être y revenir dans le match. Mais quand on a perdu sur une ouverture, c'est quand même délicat. Et là, pour l'instant, cette défense, elle tient. Alors, est-ce qu'elle tiendra dans la suite du match? On le verra. Est-ce qu'il va continuer sur cette défense qu'il a, que là, Topalov n'a pas réussi à percer? C'est probable. En tout cas, il semblerait qu'Anand utilise les armes de Kramnik, puisque c'était la catalane dans la deuxième aussi, qui avait lui-même battu Topalov. Alors, est-ce que finalement, il ne prend pas conseil sur le... oui, c'est ça, sur le précédent champion qui avait, refoulé Topalov avec les mêmes armes. Puis ce tour G8 est étonnant quand même. Très joli, on peut revenir sur ce coup. Sans doute le coup le plus profond de l'ouverture, effectivement. Tout à fait. On va revenir dessus. Effectivement, après le début qu'on a vu, voilà, ici, c'était juste là. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris... Voilà, ici le coup, tour G8, très joli. On protège G7, donc on contrecarre l'action du fou D4 et on va pouvoir libérer son fou F8. Coup profond de l'ouverture. Oui? Paraît que Vesselin Topalov a répondu H4 à tempo dans cette position. Oui, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup... Est-ce que tu crois qu'il a préparé? Oui, je pense que ça reste... tu crois qu'il a analysé ça? Non, je pense que ça reste quelque chose d'à peu près connu comme thème, comme position. Ça n'empêche pas... Effectivement, pour les Blancs, c'est quand même tentant de jouer H4 et de faire pression là-dessus. C'est une position qui ressemble un peu, sous cet angle-là, un peu à la Caro-Kann, en termes de plan, où la Caro-Kann aussi, on a un fou qui est mal placé et qu'on harcèle aussi avec les Blancs pour gagner de l'espace. Dans une finale où, finalement... des finales où à la fin on peut envisager après des sacrifices de pions qui permettent de pousser des pions passés, de créer des menaces de dames en fait, de faire dame. C'est toujours bien d'avoir des pions avancés dans la mesure où on arrive à contrôler évidemment l'adversaire. Alors il faut faire attention à ce que ça ne soit pas trop affaiblissant pour son propre camp. Et en l'occurrence effectivement, bon là on peut dire quand même que ce plan H4, H5 est un bon plan parce que les blancs ont de l'espace, il faut en profiter. Il faut essayer on remarque que ça crée vraiment une faiblesse pour ce fou ensuite. Qui va se retrouver enfermé un certain temps et qu'il va falloir aider à recycler ensuite. Il a fallu à Anand beaucoup de sang-froid pour activer son fou H7 qui était perdu pour jouer F6, fou G8, fou D7, fou E8 et fou D7. On a le parcours du fou quand même qui était assez remarquable. Donc voilà pour cette troisième partie. Merci Aurélie de nous avoir accompagnés avec plaisir. Sur Diagonale TV. Alors c'est quoi tes prochaines actualités échiquéennes? Écoute, je vais essayer de travailler un peu les échecs là. Tu donnes des cours aussi, je crois, à des enfants aussi. Tu es toujours active. Pour leur apprendre à jouer aux échecs. Voilà. On va rappeler quand même que tu n'es pas professionnel, tu es juriste dans la vraie vie, on va dire. Dans la vraie vie. C'est vrai. Mais la vraie vie, c'est les échecs. Aussi. C'est le reste, c'est l'alimentaire, non? Tu crois?
Donc on espère te revoir bientôt sur le plateau. Pourquoi pas. Et puis je vous dis tous merci de nous suivre sur Diagonale TV. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de ce match. Championnat du monde, Anand Topalov. Au revoir.